Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. Dans cette édition, nous vous présentons la rétrospective des principales évolutions et des événements qui ont marqué l'appareil judiciaire en 2024. Une année placée sous le signe des réformes et du traitement des dossiers de crimes économiques. Les détails au début de ce journal. En cette période de fête de fin d'année, la gendarmerie nationale a lancé une opération coup de poing dans la nuit de samedi à dimanche, ciblant 4 quartiers de Ouagadougou. Objectif, traquer les criminels et sécuriser la population. Un reportage à découvrir dans un instant. L'appareil judiciaire n'a jamais été autant secoué que cette année. Les réformes engagées en son sein et le jugement de dossiers de crimes économiques ont marqué l'année 2024. Alphonse Ouedraogo revient sur quelques faits marquants de l'année qui s'achève. 2024 a été une année charnière pour la justice. Entre réformes engagées en son sein et défis à relever, l'appareil judiciaire aura tout essayé pour se réconcilier avec le peuple. Le Conseil supérieur de la magistrature, lui, a connu un chamboulement tant dans sa composition que dans son fonctionnement. À titre d'exemple, le CSM est désormais composé de magistrats à moitié et de non-magistrats à moitié. Les procureurs qui étaient désignés sur appel à candidature sont désormais nommés sur proposition du ministre de la Justice. Tout cela sur la base de réformes constitutionnelles et législatives contestées par les syndicats des magistrats. Ces derniers ont d'ailleurs boycotté les élections au CSM. Dans sa quête de notoriété aux yeux de l'opinion, la justice s'est attaquée à des dossiers de crimes économiques. Le dernier en date est l'affaire de détournement de deniers publics au ministère de l'Action humanitaire. Les fautifs ont été condamnés à la hauteur du crime, selon de nombreux observateurs. Et ce n'est pas l'ancien ministre en charge des Transports, Vincent Dabilgou et compagnie, qui diront le contraire. Eux, qui ont été sommés de verser des milliards à l'État burkinabé après avoir été reconnus coupables de faits de détournement. En 2024 toujours, la justice a aussi été aux trousses des Waïens. Haruna Ouedraogo dit Burkimbila et Mahmoud Ouedraogo dit Sud-Ouest d'Or en savent quelque chose. En août 2024, c'était le retour du bâton. Des magistrats burkinabés ont été réquisitionnés pour le front, suscitant ainsi un tollé et une indignation dans le milieu judiciaire. L'année 2024 s'achève alors avec un bilan qui redore petitement le blason de la justice en raison notamment de la retransmission en direct du procès des 3 milliards et de l'annonce du jugement en 2025 du dossier Norbert Zongo. Le projet de loi amnistiante pour les acteurs du coup d'État avorté de septembre 2015 semble querellé, mais tout est rentré dans l'ordre après l'entrevue des blessés et des familles des victimes du coup d'État avec le ministre de la Justice. Ce dernier a aussi annoncé à l'issue du Conseil des ministres de bouclage de l'année la grâce présidentielle pour 1200 détenus. Argument avancé, désengorger les prisons pour les humaniser davantage et prendre en compte la vision du chef de l'État de convertir les peines privatives de liberté en peines de travaux d'intérêt général. Des journalistes ont pu d'ailleurs constater de la concrétisation et le début de généralisation de cette vision du chef de l'État qui n'est pas nouvelle mais qui était à la limite négligée dans le système judiciaire à Baporo dans le centre-ouest. L'année 2024 s'achève au moment où l'ébruitement d'autres affaires comme celle du stade du 4 août qui font penser à d'éventuels autres procès emblématiques et médiatiques. Rétrospective diplomatique cette fois-ci. À partir de 2022, le Burkina Faso s'est engagé dans la diversification de ses partenariats stratégiques. En 2024, le pays du capitaine Ibrahim Traoré a renforcé son offensive diplomatique en concert avec le Mali et le Niger voisin dans le cadre de l'AES. Rétrospective diplomatique avec Amadé Adamassoro. L'année 2024 qui s'achève aura été une année d'intenses activités diplomatiques pour le Burkina Faso, de la visite de l'ancien Premier ministre Apollinaire Kyelem en Russie, en Iran et en Chine, à celle de l'ancien ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo en Inde, le pays des hommes intègres a marqué sa présence dans le Conseil des Nations. Une présence diplomatique qui lui a permis de rester saisi de toutes les grandes questions internationales. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la dénonciation conjointe avec le Niger et le Mali du soutien de l'Ukraine aux séparatistes rebelles du Nord Mali, suite à l'attaque terroriste de Tizawaten en juillet 2024. L'année 2024 aura été également
Une année qui a connu la nomination d'ambassadeurs burkinabés à l'extérieur et l'accréditation de nouveaux ambassadeurs étrangers au Burkina Faso. Que ce soit au niveau bilatéral ou multilatéral, le Burkina Faso a poursuivi son offensive diplomatique, notamment avec la visite de plusieurs chefs d'État étrangers dans la capitale burkinabé, du président malien Assimi Goïta à celui nigérien Abdraman Tchani, en passant par le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye, sans oublier le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Ces incessants balais diplomatiques confirment, si besoin en est, que les nouvelles orientations politiques du pays sont loin de consacrer son isolement diplomatique sur la scène internationale. Évoluant désormais dans le cadre communautaire de la Confédération Alliance des États du Sahel, suite au retrait de la CEDEAO, le Burkina Faso entend poursuivre cette offensive diplomatique, convaincu plus que jamais de l'interdépendance des États en tant que principe qui devrait réguler les relations internationales. Tout autre sujet à présent, l'employabilité des médecins et l'instauration d'une formation continue sont entre autres recommandations au terme de la réflexion sur la pratique médicale au Burkina Faso. Des recommandations dressées à la fin de la 13e journée du médecin burkinabé à Ouagadougou. Ce cadre organisé par l'Ordre national des médecins du Burkina Faso a pris fin samedi dernier. Les détails avec Daouda Yamiogo. Plus de 400 médecins sont sans emploi fixe actuellement et en 2025, ce chiffre pourrait atteindre 1000 alors que le besoin en ressources humaines existe dans les centres de santé. C'est pourquoi l'Ordre national des médecins du Burkina, initiateur de la journée du médecin burkinabé, invite le gouvernement à créer un cadre pour une pratique médicale de qualité, performante et adapté au burkinabé. Le choix de ce thème sonne comme une des priorités au niveau de l'ordre des médecins, dans ce sens que du fait du nombre croissant de médecins formés au Burkina et de la réduction des postes d'emploi pour ces médecins, il est de bon ton justement que l'ordre des médecins puisse se pencher déjà sur cette question d'employabilité, de sorte à ce qu'aucun médecin ne puisse être sans emploi fixe au niveau de notre pays, vu que de toute façon, on a des ratios population-médecins qui ne sont pas encore satisfaisants et que très certainement, dans certaines zones de ce pays, il y a nécessité de trouver des stratégies innovantes et motivantes justement pour permettre aux médecins de s'y installer et procurer donc des soins de santé de qualité aux populations. Pour le ministre de la Santé, Dr Jean-Claude Kargougou, le thème est d'actualité et le gouvernement s'attellera à mettre en place des mécanismes pour un système de santé performant et accessible à tous. Comme le thème de la journée l'indique, travailler à faire en sorte que le médecin puisse aussi s'auto-employer. Donc comment on met en place en fait tout le dispositif nécessaire pour que le médecin puisse aussi s'installer dans le privé. En tout cas, je voudrais dire que le message est entendu. Le gouvernement fait déjà de gros efforts et va continuer à faire de gros efforts, comme son Excellence Monsieur le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale l'a mentionné hier. Un vibrant hommage a été rendu à des médecins appelés à faire valoir leur droit à la retraite, exercice médical et employabilité des médecins dans un contexte de défis sécuritaires, économiques et humanitaires a été le thème de la 13e journée du médecin burkinabé. L'introduction de l'éducation civique dans les programmes du post-primaire et secondaire suscite de remous. Les professeurs d'histoire-géographie et de français-histoire-géographie désignés pour enseigner cette nouvelle matière soulignent un manque de préparation et une surcharge de travail lors de leur assemblée générale. Le point avec Cynthia Zongana. Le débat de l'introduction de l'éducation civique dans les curricula au poste primaire et secondaire s'intensifie. Cette mesure, qui vise à renforcer la culture civique des enfants et adolescents, est loin de faire l'unanimité parmi les enseignants concernés. Réunis à la Bourse du travail de Ouagadougou, les enseignants d'histoire-géographie et de français-histoire-géographie dénoncent une surcharge de travail et une absence de formation adéquate pour enseigner cette matière. Ce sont donc les professeurs de français, histoire-géographie et d'histoire-géographie qui doivent enseigner la nouvelle matière qu'on appelle éducation civique. Il y a donc la question fondamentale de la surcharge de l'enseignant d'histoire-géographie et de français histoire-géographie. Cette surcharge est non seulement liée au volume de travail qui a augmenté, mais également est liée surtout donc
à la préparation donc, des différentes leçons liées donc, à l'exécution des différentes tâches. Quand on dit une nouvelle matière, cela suppose donc l'élaboration de nouvelles connaissances qui ne sont pas arrimées à d'autres leçons qui existent. Il y a donc une grande question qui se pose, qu'en termes de difficultés, les enseignants n'ont pas assez de profils professionnels et profils académiques pour exécuter de nombreuses leçons qui se trouvent dans la nouvelle matière qui est l'éducation civique. Ces professeurs d'histoire-géographie et de français histoire-géographie proposent des pistes, notamment une préparation avant l'introduction de l'éducation civique. Il y a une possibilité effectivement de revoir les curricula de l'EC, de les disséquer et de les réintroduire dans les curricula d'histoire-géographie et de français. C'est faisable. Si on les dissèque et on les réintègre au niveau des curricula, et ne pas en faire une matière à part entière. Donc du coup, on n'est pas obligé de faire une évaluation à part entière pour ce qui est de l'EC. Mais on peut faire une évaluation globale, tenant compte de l'histoire, géographie, français et d'éducation civique. On peut mettre des questions à l'intérieur et évaluer si c'est l'évaluation de l'éducation civique qu'ils veulent. On peut introduire des questionnaires dedans, dans le devoir d'histoire-géographie ou dans le devoir de français, pour avoir une évaluation. En même temps, on n'aura pas deux copies, on aura une seule copie, et du coup, le problème est résolu. Lors de cette assemblée générale, les professeurs d'histoire-géographie et de français histoire-géographie soulignent la disparition de 4 de leurs collègues et disent compter sur leur ministère de tutelle et le gouvernement pour les retrouver. Je le disais également en titre, les ponts d'or en croisade contre les criminels les plus dangereux de Ouagadougou dans la nuit du samedi à dimanche. Une opération spéciale a été menée par la gendarmerie nationale dans les quartiers Rimketa, Tampuy, Kilouin et Zongo. Au centre de cette opération spéciale, dénicher les agresseurs et les consommateurs de stupéfiants et contrôler les axes routiers. C'était un reportage de Issa Oumarati. 3e légion rassemblée pour la mission. Effectif réalisé 200, dont officiers, 3, sous-officiers, 197. Aux ordres, mon commandant. Samedi 28 décembre 2024, il est 21h dans les entrailles de la caserne de la gendarmerie de Paspanga. Dans le noir, se trame discrètement une opération de bouclage pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement les agresseurs les plus dangereux de la capitale. L'opération de ce soir va également concerner la vérification des documents des engins. Pour cette mission, 4 quartiers de Ouagadougou sont ciblés, Rimketa, Kilouin, Tampuy et Zongo. Le chef des missions, le lieutenant Pharaon, donne les dernières consignes avant le départ. Ce soir, les 4 quartiers recevront notre visite. Pour ce faire, l'organisation pratique, nous sommes 200. Certains sont déjà sur le terrain, une centaine nous a déjà précédés. Donc les 200 qui restent sur place, vous allez être scindés en 4 groupes. On a dit 4 quartiers, donc on fera 4 groupes. Les groupes seront commandés par des adjudants-chefs, déjà désignés à cette occasion. Donc, pour ce soir, la reconnaissance elle a déjà été effectuée depuis quelques jours. Donc, les points sensibles ont déjà été identifiés. Donc, ces quartiers ont un point en commun. Les points en commun, c'est quoi? Nous avons répertorié plusieurs braquages, plusieurs vols à main armée, et dans certains quartiers, nous avons même eu à découvrir des cadavres, notamment Tampuy, ces dernières semaines. Également, il y a les addicts à la consommation de stupéfiants. Donc ce soir, toutes ces personnes-là, ou bien tous ces malfrats, sont nos cibles. Première halte, le pont des Rimketa, réputé être un passage obligé et en même temps le plus dangereux. Ici, les éléments de la gendarmerie se positionnent et interpellent toute personne suspecte. Sur ce pont, le mode opératoire est le suivant. Donc les malfrats qui viennent souvent par l'eau de 4 procèdent comme suit. Ils laissent leurs victimes s'aventurer sur le pont, qui est un passage obligé, reliant le quartier à la ville. Et dès que cette victime est sur le pont et ne peut plus faire demi-tour, 2 personnes sortent à l'avant du pont et 2 autres sortent à l'arrière du pont, neutralisant ainsi cette personne qui ne se retrouve qu'avec le choix de rendre la moto ou l'engin en question afin d'avoir la vie sauve. À la bande verte reliant les quartiers Tampuy, Kilouin et Yagma,
La gendarmerie nationale procède à une fouille minutieuse dans les garages pouvant être des refuges des braqueurs et des consommateurs de stupéfiants. Même les maquis ne sont pas épargnés par le contrôle. Ok, vous savez qu'il y a un certain nombre de boissons qui sont interdites à la consommation. Oui. Vous êtes au courant? Oui, nous sommes au courant. D'accord. Donc, vous faites tout pour ne pas vendre ça parce que ceux qui vendent ça, ils attirent les délinquants. D'accord. Ok. Le contrôle est strict, mais le jeu en vaut la chandelle selon les riverains, visiblement soulagés par la présence de la gendarmerie nationale. Tout d'abord, je tiens à saluer les forces de défense et de sécurité pour cette belle initiative en fin d'année. Nous remarquons ces derniers temps que vraiment l'axe est très bien contrôlé. Et nous les remercions énormément pour ces efforts. Et quand on sait que l'axe, souvent on rencontre des agressions, et on tient vraiment à les remercier énormément pour cet acte. Bravo. L'opération des gendarmes est très bien, puisque ça réduit aussi le taux de banditisme aussi dans la zone. Voilà, et surtout que nous sommes dans la période des fêtes aussi. Même rituel au niveau du monument des martyrs de Tampouy. Devant la nouvelle gare reliant le quartier Zongo à Zatouli, il est pratiquement 2 h du matin et la moisson est bonne pour le commandant de peloton du 33e escadron de la gendarmerie mobile. Une cinquantaine de motos sans papier sont dans les filets. La majeure partie, c'est les gros sans papier. Et il y a d'autres aussi dont il n'y a pas de conformité entre la carte grise et puis la pièce. Voilà, parce qu'on prend en compte ces détails parce qu'il y a beaucoup qui aiment garder les papiers de leurs engins au niveau des selles de leur moto. Donc quand on les braque ou bien on vole leur moto, on a tous les papiers en même temps. Donc on tient compte de ça. Et quand il y a les cas d'inconformité comme ça, on essaie d'interroger les bases de données pour voir si cet engin ne fait pas l'objet d'une déclaration de perte. Plus tard, nous apprenons que l'équipe de la gendarmerie qui opérait dans la zone de Tampouy a réussi à mettre la main sur un célèbre chef bandit qualifié de gros poisson par les Pandores et qui a fait plusieurs victimes sur son chemin. De son côté, le mouvement de cœur vaillant, âme vaillante CVAV de l'archidiocèse de Ouagadougou a tenu vendredi dernier son activité annuelle dénommée Matinée des chants CVAV. Une célébration marquée par des chants et danses pour inculquer aux enfants la joie de Noël. Cette matinée s'est tenue au sein de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Pissy. Les précisions avec Ahmed Joël Compor. Chants, danse, slam et poésie. C'est ce qui a marqué la matinée des chants des CVAV de l'archidiocèse de Ouagadougou. Une matinée pour célébrer Noël en différé avec les enfants et aussi avoir une pensée pieuse pour les enfants déplacés internes. Il y a un message à retenir parce que cette année nous avons voulu avoir une pensée spéciale à l'endroit de tous ceux qui sont victimes de terrorisme, particulièrement les enfants qui sont victimes de terrorisme, les enfants déplacés internes. C'est pourquoi le thème de ce jour était CVAV et solidarité envers les personnes victimes de terrorisme. Nous avons voulu par cette activité montrer que nous avons une pensée à l'endroit de tous ceux qui n'arrivent pas à festoyer, tous ces enfants qui n'arrivent pas à célébrer Noël comme nous, tous ces enfants qui ont le désir de festoyer comme tous les autres enfants, mais par contrainte, par faute de sécurité, ils n'arrivent pas à le faire. Cette matinée de chant a été voulue pour prolonger la joie de Noël, selon l'aumônier diocésain de l'enfance missionnaire. Cet événement a été voulu pour prolonger la joie de Noël. Nous savons que pour les enfants, vivre Noël, c'est être en joie et avoir ce qui peut réjouir leur cœur. Mais nous savons aussi que la joie doit être partagée. Nous, les enfants qui sommes ici, nous pouvons dire que nous sommes en joie parce que nous sommes là, nous pouvons nous rassembler. Mais nous pensons surtout à ces enfants qui ne pourront pas faire comme nous. Nous voulons prier pour que celui qui est venu apporter la paix passe par les enfants pour amener un monde de paix dans notre pays.
Pour le curé de la paroisse Christ Roi de l'Univers de Pissy, Abbé Hyacinthe Cyril Kaboré, c'est une joie de recevoir les enfants au sein de sa paroisse. Pour nous, c'est une grande joie de les accueillir dans notre paroisse et de les encourager dans ces initiatives-là, parce que ça leur permet de s'éveiller et ça leur permet aussi de jouer et de prendre leur place au niveau de l'église et dans toutes les paroisses. Parce qu'en fait, les enfants, on peut dire, sont les relèves de demain. La matinée des chants CVAV a connu la participation de plus de 30 paroisses de l'archidiocèse de Ouagadougou. Un partage de repas communautaires et aussi la remise de cadeaux aux enfants a mis fin à la cérémonie. Nous poursuivons ce journal avec le trophée Yenenga 2024. Djamila Diallo, présidente de l'association Amira et créatrice de contenus digitaux, est la Yenenga de l'année 2024. Cette initiative de Canal+ vise à mettre en lumière les femmes battantes du Burkina Faso. Retour sur l'ambiance de la soirée qui a eu lieu samedi dernier avec Madina Touedraogo. Elles étaient 8 finalistes au départ et c'est Djamila Diallo, fondatrice de l'association Amira, qui lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, qui a été désignée Yenenga de l'année 2024. Elle dédie son trophée à toutes les femmes qui luttent contre ces maladies. Je suis très heureuse parce que je ne m'y attendais pas vraiment au vu de toutes les Yenenga qui méritaient également ce trophée et je suis très heureuse. J'aimerais juste dire, au départ j'ai dit que ce trophée c'est pour Amira qui est à l'hommage de l'association, ma petite soeur que j'ai perdue suite au cancer du sein et à toutes ces femmes décédées. Ce décès de Adjisano, ambassadrice de l'association, m'a choquée, mais j'ai dit je vais lutter pour elle, je vais lutter pour toutes les femmes comme elle et Inch'Allah, on va tous y arriver. Ce trophée, je le dédie à toutes ces femmes qui sont tombées suite au cancer du sein. Le coup de cœur du jury a été décerné à Mariam Moutraogo, une journaliste de terrain reconnue pour ses reportages dans des zones à risque. La représentante du ministre en charge de la culture, Marguerite Douagneau, l'a encouragée pour son courage. De nous, les journalistes, des femmes journalistes, des femmes des médias, de voir cette jeune journaliste, cette jeune consoeur, permettez-moi de le dire, qui engage autant de prix, ça veut dire qu'elle fait un travail salutaire, ça veut dire qu'elle se bat. Et je n'ai pas de mots, juste que je l'encourage, c'est ça aussi être journaliste, c'est utiliser son micro, sa plume, sa caméra pour aller là où personne n'ose aller. Yenenga d'or est une initiative de Canal+ Burkina, représentée lors de la soirée par son chargé de communication, Souabou Ba, qui a félicité toutes les finalistes. C'est déjà une satisfaction pour nous de pouvoir tenir cette 4e édition malgré le contexte qu'on connaît, que le pays traverse. Mais avant tout, je voudrais surtout féliciter toutes ces finalistes, toutes ces dames qui nous ont inspirés ce soir par leur parcours et par leur histoire. Féliciter aussi particulièrement Djamila Diallo qui est la Yenenga 2024. La Yenenga 2024 Djamila Diallo repart avec un chèque de 2 millions de francs CFA, un trophée, une attestation de reconnaissance, un bon de communication d'une valeur de 10 millions de francs CFA, un voyage tout frais payé en Côte d'Ivoire, ainsi qu'un abonnement d'1 an à la formule sous Canal+. Avant de clore ce journal, direction la Côte d'Ivoire pour parler de la filière café-cacao. Fidèle Tiendreogo est le tout premier délégué de la section du Tomki de l'Union nationale des sociétés coopératives agricoles leaders de Côte d'Ivoire. Son installation a eu lieu le 21 décembre dernier en présence de Zourata Sankara. Fidèle Tiendreogo est le tout premier délégué de l'Union nationale des sociétés coopératives agricoles leaders de Côte d'Ivoire, l'UNISCAL CI pour la section du Tompi.
Il a été investi samedi 21 décembre dernier en présence de plusieurs autorités. L'UNISCAL CI est engagé dans la promotion et le développement de la filière café-cacao. À travers cette investiture, les acteurs de ce secteur réaffirment leur volonté commune qui est de renforcer la solidarité, l'innovation et la durabilité de cette filière clé de l'économie du pays. C'est avec une grande fierté que Sawad Komoussa, président national de l'UNISCAL CI, a pris la parole pour encourager ses pairs dans cette marche. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi de voir tous ces producteurs unis, car quand on dit UNISCAL, c'est une union nationale des sociétés coopératives leaders de Côte d'Ivoire. Donc, c'est les producteurs leaders de Côte d'Ivoire que je vois ici aujourd'hui. Et je suis fier de savoir que c'est les producteurs aujourd'hui qui ont construit ce pays avec le cacao. Donc, il faut que les producteurs se mettent ensemble pour vraiment construire ce pays. Il faut qu'on se mette ensemble pour être fort. Il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir avoir les ressources qui est notre dû. Le tout premier délégué de Tongbi, lui à son tour, lance un appel aux producteurs afin d'unir leurs forces à travers des sensibilisations dans le but de mener à bien la lutte à laquelle ils font face dans ce secteur. Je veux dire à tout le monde de venir dans l'union. C'est l'union qui fait la force et c'est l'union qui peut investir de tout, soit des coopératives. Donc aujourd'hui, nous sommes mettre ensemble pour travailler pour que les plantaires soient en l'aise et mieux. Le gouvernement nous donne des prix aujourd'hui qui est bon. Mais vraiment, on a des problèmes avec les pays frontières qui nous fatiguent parce qu'ils viennent, ils volent le cacao et puis ils fuient. Donc ça fait que nous, on n'a pas en l'aise et on est en train de se mettre cette union-là pour se mettre ensemble pour sensibiliser les producteurs, pour dire que le cacao que vous produisez, c'est pour la Côte d'Ivoire. Créé le 5 juin à Yamoussoukro, l'UNISCAL CI a procédé au lancement de ses activités le 12 septembre dernier. Après la région du Tongbi, elle compte s'installer à travers tout le pays pour une meilleure gestion des ressources. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.